On est très heureux d'accueillir donc Stéphane Touron, coprésident de l'Association nationale des prépas publics aux écoles supérieures d'art, donc de l'APPEA, et par ailleurs directeur du concept. Donc merci beaucoup d'être là. Merci donc de nous faire part de votre voilà, expertise dans le domaine de ces écoles-là et de nous présenter un petit peu ce réseau, les possibilités que ça ouvre et que ça offre aux étudiants. Merci beaucoup, la parole est à vous. Merci. Eh bien, écoutez, merci Quentin pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravi de participer à ce forum de l'orientation pour des adolescents dont j'imagine qu'ils se questionnent beaucoup quant à leur futur, à leur parcours post-bac. Et donc, c'est notre propos, nous, association des classes préparatoires publiques, eh bien, que d'accompagner des jeunes en recherche d'information, en recherche de détermination quant à leur parcours futur. Pour ce faire, je vous ai préparé une petite présentation, donc je vais partager mon écran si vous le voulez bien. Alors, vous expliquer d'abord que notre réseau, comme son nom l'indique, est un regroupement de plusieurs écoles. Je ne vous présente pas aujourd'hui un établissement, mais plutôt un regroupement de 22 écoles. 22 écoles qui sont des écoles d'art et de design, soit de statut national, soit dites territoriales, mais qui toutes eh bien, respectent les termes d'une charte de qualité qui est donc cette charte de l'APA, Association publique des classes préparatoires aux écoles supérieures d'art. Donc, ce réseau compte 22 membres. Vous les voyez donc sur cette animation répartie sur l'ensemble du territoire national, avec une concentration évidemment sur l'Île-de-France, avec des établissements que vous connaissez bien, hein, je pense, notamment la Caferrata, c'est-à-dire la classe préparatoire des Beaux-Arts de Paris, mais bien d'autres sur l'ensemble du territoire national. Et donc, c'est cette force d'un réseau qui regroupe des écoles qui permettent donc une répartition géographique pertinente. Pour ce qui me concerne, je suis donc directeur de l'école d'art du Calaisis, le concept. Donc, c'est finalement la plus nordique des écoles de notre réseau. Alors, vous allez tout au long de cette présentation découvrir le travail d'un photographe qui s'appelle Sylvain Cousinet-Jacques. Je vous invite à aller découvrir le travail de ce photographe installé à Lille et qui, donc, à la faveur d'un workshop, a travaillé avec nos étudiants, nos étudiantes. Et voilà, donc cette présentation est parsemée des travaux réalisés par ce photographe. Alors, donc, l'APA est un réseau de 22 classes préparatoires, comme je viens de vous l'indiquer. Quel est le propos de ces classes préparatoires? Elles ont vocation à préparer les bacheliers aux examens d'entrée des écoles supérieures d'art et de design qui sont placées sous la tutelle du ministère de la Culture. Évidemment, possibilité est offerte à l'ensemble des étudiants qui nous rejoignent de tenter les écoles supérieures d'art et de design européennes et bien entendu à l'international. Ce sont des classes qui préparent également, pour certaines d'entre elles, à l'entrée dans les écoles nationales supérieures d'architecture, à cette remarque près que l'entrée maintenant dans les écoles supérieures d'architecture se fait sur dossier, ce qui est une évolution récente, mais certaines de nos écoles ont une option, une mention qui permet évidemment d'aller plus loin et donc de briguer l'entrée dans ces écoles. Évidemment, donc, le propos principal est de permettre aux étudiants de comprendre l'environnement de l'enseignement supérieur artistique et donc de préparer au cycle d'études supérieures en 3 ou 5 ans de ces écoles et donc dans la perspective d'aller être diplômé plus tard en licence, ce qu'on appelle le DNA, ou en master, ce que l'on appelle le DNSEP. Donc, je vous l'ai dit, nous sommes réunis autour d'une charte de qualité. Et cette charte nous permet à l'ensemble des classes préparatoires du réseau d'être agréées par le ministère de la Culture. Et donc, par ce biais, nous sommes habilités aussi à délivrer à nos étudiants ce statut plein et entier, donc qui leur permettra d'être boursiers, mais aussi d'accéder à l'ensemble des services dits interuniversitaires, la sécurité sociale étudiante, le logement étudiant, la médecine étudiante, etc. Donc ça, c'est une force aussi du réseau que cette reconnaissance par l'État. Précision, en revanche, nos classes préparatoires, l'année de classe préparatoire, je vais y revenir dans le détail, mais cette année ne délivre pas de CTS, ce sont ces crédits que l'on peut obtenir lorsqu'on est dans un parcours supérieur d'études. En revanche, nous remettons un certificat de fin d'études
qui, j'allais dire, permet à l'étudiant de se situer. Et ce certificat donc, est délivré par les écoles et par le ministère de la Culture. C'est quelque part aussi un curseur qui va permettre aux écoles supérieures d'art auprès desquelles un étudiant se présente, eh bien de repérer si le travail a été au rendez-vous, si les objectifs ont été atteints et si les compétences de l'étudiant sont bien celles qui sont attendues d'un futur étudiant dans les cycles longs des écoles de la création artistique. L'inscription aux examens d'entrée des classes préparatoires se fait hors Parcoursup. Vous ne nous avez pas vus, évidemment, pour celles et ceux qui sont intéressés par nos écoles dans le support Parcoursup. Nous n'y sommes pas. Donc, on s'inscrit directement auprès des établissements et généralement, on y reviendra à partir du mois de janvier. Alors, une classe préparatoire est accessible à tous les bacheliers, toutes séries et options. Je le précise, il n'y a pas de prérequis et un étudiant qui aurait un bac art plastique ne sera pas favorisé. Le principe de nos classes préparatoires, c'est vraiment d'être cette année de préparation. Évidemment, cette année, on va se situer et donc, peu importe son parcours antérieur, ça n'est pas un critère que d'avoir un bac particulier. Donc, nous avons dans nos effectifs aussi bien des scientifiques que des gens qui ont fait un bac ES. On ne dit plus ça aujourd'hui, mais enfin, vous situez les sections. En tout cas, il n'y a pas d'obligation de bagage et de type de bac. C'est une formation d'une année très courte qui s'étend de septembre à juin avec un temps hebdomadaire qui est, selon les écoles, de 25 à 30 heures. Et il faut bien le dire, avec autant de temps qu'il s'agit de consacrer en termes de recherche et de travail personnel pour ceux qui nous rejoignent. Précision, si cette formation est très ramassée dans le temps, c'est une année à peine, septembre à juin, il y a à partir du mois de février, qui est le temps où les concours des écoles supérieures d'art et de design sont proposés, un aménagement du temps de l'étudiant qui lui permet précisément d'être disponible pour les examens qui sont fixés par les écoles supérieures d'art. Alors, en une année, une classe préparatoire va permettre trois choses. Confirmer une orientation vers des formations artistiques supérieures, ces formations qui sont basées sur l'expérimentation, la culture d'atelier et l'autonomie. Et donc, notre travail à nous en classe préparatoire, c'est de déjà préparer l'étudiant à rentrer dans cette démarche de travail très particulière. Deuxième axe, c'est la découverte des écoles supérieures d'art et de design. C'est le réseau que l'on dit ANDEA. Je crois que mes collègues de l'ANDEA ont fait une présentation hier. Eh bien, nous préparons à l'entrée principalement dans ces écoles du réseau national ANDEA. Et donc, il s'agit pour nous de permettre aux étudiants de découvrir les options, les mentions qu'elles proposent, pour que l'étudiant augmente ses chances d'intégrer l'école ou les écoles qu'il souhaite intégrer compte tenu de son profil et de son projet. Troisièmement, nous allons permettre, durant cette année de classe préparatoire, d'élaborer un ensemble de travaux qui vont être en étroite relation avec les enjeux de la création contemporaine et qui vont permettre à l'étudiant d'apprendre à en parler et d'apprendre à en parler à ceux vers qui il se destinera demain en tant que professionnel, les acteurs de l'art et de la culture, les artistes, les designers, les critiques, les historiens, les théoriciens, etc., qui d'ailleurs sont ceux-là même qui composent les jurys des écoles supérieures d'art et de design. Encore nos étudiants donc de la promo actuelle. Donc là, c'est une vue évidemment de nos locaux à Calais. Alors, petite virgule, j'assistais à la fin de la présentation tout à l'heure et j'entendais une question qui est une question récurrente. Quelle est la différence entre les écoles supérieures d'art et les DNMAT? Je ne m'y épanche pas, mais je le dis simplement. Il y a une différence d'abord de tutelle. Les écoles supérieures d'art et nos classes préparatoires ont une forme de tutelle qui est celle du ministère de la Culture, alors que, évidemment, les établissements supérieurs des arts appliqués ont une tutelle qui est celle de l'éducation nationale. Précision aussi, et c'est important, nous ne sommes pas des MANA. La MANA était la mise à niveau en arts appliqués qui existait avant que le DNMAD ne soit mis en place. C'était une année de préparation aux établissements supérieurs des arts appliqués. Eh bien, nous ne sommes pas, nous, dans une classe préparatoire art, cette MANA, et nous n'avons pas vocation spécifiquement à préparer l'entrée dans les écoles supérieures d'art appliqué. Ceci étant, les passerelles et les voisinages sont ainsi faits que l'on peut très bien briguer l'entrée dans une école d'art appliqué. Mais ça n'est pas, et je le dis, notre mandat principal, ça n'est pas notre projet.
même si, évidemment, ces études dans le domaine des arts appliqués sont éminemment respectables et pertinentes. Alors, en classe préparatoire, vous avez un enseignement qui est à la fois pratique et théorique. C'est une année d'ouverture, tous azimuts, sur les principaux médiums utilisés en art plastique et en art visuel, le dessin, la peinture, la couleur, le volume, l'espace, la sculpture, la photographie, la vidéo, la performance. Ce sont aussi des cours théoriques d'histoire et de théorie de l'art, mais aussi des cours de langue, des cours d'anglais, puisqu'il y a une épreuve d'anglais dans les écoles supérieures d'art, à l'entrée du moins. Ce sont des ateliers d'écriture, des ateliers de développement de ses capacités d'expression orale, d'apprentissage des outils numériques qui forment un programme complet, pédagogique, extrêmement dense et riche. Et c'est ce que l'on dit souvent à nos étudiants, il faut être en capacité d'être disponible pour apprécier l'ampleur de ces propositions. Selon les équipements aussi, certaines des écoles ont des spécificités, des ouvertures, des sensibilités. Certaines écoles, au-delà d'un programme qui est, j'allais dire, une forme de tronc commun qui est vrai dans l'ensemble de nos écoles du réseau, eh bien, d'autres auront une petite sensibilité au design, à l'architecture, à l'accès à des techniques comme la gravure, la céramique, la photographie argentique, la scénographie, les arts du son, le textile contemporain. Par exemple, à l'école d'art de Calais que je dirige, nous avons deux particularités. Nous avons une proposition autour des arts de la fibre et du textile contemporain et une proposition qui nous permet de créer parcours autour des arts de la scène et du spectacle vivant, à la faveur de la présence de ce que l'on appelle une scène nationale sur notre territoire, mais aussi à la faveur de partenariats que l'on tisse avec des metteurs en scène, des acteurs du spectacle vivant, notamment avec un metteur en scène qui s'appelle Julien Gosselin et qui donc travaille avec nous à Calais. Et donc voilà, ça c'est une spécificité que l'on retrouve chez nous et on en retrouvera bien d'autres dans des écoles qui complètent donc le contenu. Précision, nos enseignants sont avant tout des créateurs. Ce sont des artistes, ce sont des designers, des architectes, ce sont des théoriciens, ce sont des personnes qui sont reconnues professionnellement sur la scène de l'art. Ils sont donc à cet égard familiers des métiers liés à la production et à la diffusion de l'art et du design. Et donc, ils connaissent parfaitement, par leur parcours et leur pratique, les critères d'exigence que fixent les écoles supérieures d'art. Donc, c'est un avantage aussi que d'être au contact de professionnels qui sont des relais, qui sont effectivement des aides au jour le jour pour bien se déterminer et réussir son orientation. Alors, une classe préparatoire, c'est une classe à effectif réduit. L'ensemble des classes du réseau compte de 15 à 36 étudiants par groupe, par classe, avec un taux d'encadrement très élevé. En moyenne, un enseignant pour 3 étudiants. C'est un environnement pédagogique qui est imprégné, donc je le disais, par la culture d'atelier, l'expérimentation. C'est ce qui structure l'enseignement des écoles supérieures d'art et donc c'est ce qui structure aussi nos propositions pédagogiques. L'ancrage avec la création contemporaine est favorisé, je le disais, par nos enseignants, mais aussi par l'invitation faite à des créateurs qui interviennent dans le cadre d'ateliers, de workshops, mais aussi par des conférences, des visites d'exposition qui sont organisées par l'établissement. L'évaluation, puisqu'il y a évaluation, elle s'effectue par deux biais, un contrôle continu, d'une part, et aussi par des bilans qui sont proposés 2 fois dans l'année dans nos écoles, en décembre d'une part, puis en février-mars. Ce sont des bilans qui ont valeur d'entraînement, puisque ce sont des présentations orales de travaux, les travaux de l'étudiant, qui sont faites devant des jurys composés d'enseignants, bien sûr, mais aussi de personnalités issus du champ artistique et culturel qui sont invités spécialement pour donner leur avis sur les dossiers que les étudiants ont formés dans l'optique de préparer les épreuves des écoles supérieures d'art. Précision, les examens blancs sont organisés dans la plupart des classes préparatoires et ce, autant que de besoin. C'est une possibilité que nos établissements proposent que de permettre, par le taux d'encadrement très élevé, à un étudiant, à une étudiante de prétendre à passer autant de jurys blancs qu'il ou qu'elle le souhaite pour se situer dans la perspective des épreuves des écoles supérieures. Nos étudiants encore. Alors voici rapidement une carte des écoles supérieures d'art en France, le réseau Andéar. Voilà, je la donne, même si les collègues ont dû le faire hier, mais je redonne ce réseau des 46 écoles supérieures d'art publiques françaises qui sont donc nos partenaires privilégiés,
répartis sur plus de 55 sites, puisqu'il y a des regroupements d'écoles. Jusez-en, c'est le plus facile visuellement à repérer, mais par exemple sur le réseau de l'ESAB, l'École supérieure d'art de Bretagne, avec 4 sites, Lorient, Quimper et Brest, ça ne forme qu'un seul établissement. Et il en va de même d'un certain nombre d'autres écoles supérieures d'art. Donc, cette carte est accessible. Je vous invite à aller sur le site de l'Andea pour la découvrir. Alors, quel avenir professionnel lorsque l'on rentre dans nos écoles? Alors, l'avenir le plus court terme, c'est l'entrée dans les écoles supérieures d'art, mais ce qui est important, évidemment, c'est de noter que l'on va préparer à embrasser l'activité d'auteur dans le champ de la création artistique. Donc, à côté des artistes et des créateurs indépendants, il y a un grand nombre de métiers artistiques et culturels qui ont vu le jour dans le secteur des arts visuels, de la communication, du design, de l'architecture d'intérieur, de la scénographie, des arts décoratifs, de la photo, de la vidéo, etc. etc. Vous le voyez, c'est un inventaire à l'après-vert, mais c'est surtout une liste qui démontre comme ce secteur est vivant, même si l'époque que nous traversons est particulière pour nous tous, mais ceci étant, les débouchés sont réels. Et j'ai coutume de dire, notamment aux parents, peut-être que certains accompagnent leurs enfants aujourd'hui, leurs grands ados, j'ai souvent coutume de leur dire qu'il y a des débouchés, il y a des perspectives sur des métiers qui sont pertinents, intéressants, assez peu délocalisables, c'est à noter, et donc il n'y a pas à être inquiet, j'allais dire, de ce qu'il adviendra de ces diplômés des écoles supérieures d'art et de design. Les conditions d'admission, nos classes préparatoires donc, peuvent être intégrées après épreuve d'admission. Elles diffèrent d'une école à l'autre, mais elles placent tout au cœur de leur modalité de sélection la lecture d'un dossier de travaux personnels d'une part, et une épreuve orale par le biais d'un passage devant un jury composé donc d'enseignants, d'artistes et de personnalités issus du monde de la culture et de l'éducation d'autre part. Donc, une sélection qui se fait à la manière des écoles supérieures d'art. On est toujours dans cette analogie, dans cette préparation. À noter que certains établissements peuvent proposer, au-delà de ces 2 temps, une épreuve plastique. C'est notre cas à Calais, où on envoie un sujet et on attend donc une réponse plastique des candidats qui fait l'objet aussi de la discussion au moment du jury. Alors, le calendrier des épreuves, bien évidemment, il diffère en fonction des écoles. Les écoles organisent ces épreuves à partir du printemps. Là, elles vont démarrer pour les plus précoces d'entre nous. Évidemment, vous vous doutez que cette année, le principe, c'est le distanciel, hein, dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Je ne crois pas qu'il y ait d'exception à cette règle en ce qui nous concerne, ce qui est moins vrai dans le supérieur, je crois. Voilà. Je vous invite à vous rendre sur le site de l'APA pour découvrir le calendrier des épreuves. Mais par exemple, en ce qui nous concerne à Calais, nous intégrons les candidatures jusqu'au 23 avril et ensuite les premières épreuves s'organisent mi-mai. Il y a une seconde session qui est à laquelle on peut prétendre jusqu'à la mi-juin pour y participer début juillet. Et ce schéma se reproduit dans l'ensemble des écoles de notre réseau. Cette fois-ci de dos. Alors, quelle qualité attendons-nous d'un étudiant en classe préparatoire? Nous attendons des candidats qui ont de la personnalité, qui sont curieux, ouverts, disponibles, désireux d'apprendre et d'expérimenter. La soif d'apprendre, le fait d'aimer lire, d'avoir une pratique artistique dans un champ autre que celui des arts plastiques, sont pour nous le signe d'un appétit de s'exprimer et de créer, et sont des signaux positifs qui vont nous permettre de comprendre que l'étudiant est en capacité d'appréhender au mieux la nature du cursus que l'on développe. Nous attendons aussi, et j'insiste beaucoup là-dessus, de l'assiduité et de l'engagement. Les places sont chères en classe préparatoire, nous sommes 22, nous avons à peu près en moyenne 30 étudiants, vous ferez le calcul. Pour autant, c'est un rapport de 1 à 5 quasiment, hein, entre le nombre de candidats et le nombre d'étudiants retenus. Donc, il faut se battre pour venir dans nos établissements. Ce n'est pas une sélection que nous faisons, j'allais dire, avec cette idée de ne prendre que les meilleurs. L'idée n'est pas là. L'idée est d'accompagner celles et ceux dont on sent qu'ils pourront se révéler. Mais simplement, matériellement, par le fait de nos capacités d'accueil, nous avons un nombre restreint de places. Donc, la question de la sélection, elle n'est pas anodine. Et de fait, lorsque l'on est chez nous, parce qu'on a été choisi plutôt qu'un autre, on attend que ceux qui sont parmi nous soient assidus, volontaires, engagés.
On a coutume de dire, je le fais moi en premier lieu lorsque j'accueille nos étudiants le jour 1 du cursus, que j'attends 3 qualités d'un étudiant dans notre cursus. Évidemment, ça ne se bande pas à ça, mais je le dis quand même, j'attends que l'étudiant soit travailleur, qu'il soit travailleur et qu'il soit travailleur. Et croyez-moi bien, et je pense que mes homologues ont dit la même chose, pour réussir dans nos domaines, il faut beaucoup de travail. Nos étudiants à nouveau. Alors, une question qui aurait pu être posée plus tard, peut-être par le jeu du dialogue, mais que je précède, est-il possible d'intégrer une classe préparatoire sans savoir dessiner? Alors, je le disais tout à l'heure, dans le domaine des arts appliqués, il y a cette préparation qui est autre qu'au métier d'auteur, qui sans doute colle à cette idée qu'il faut déjà savoir dessiner. C'est moins vrai en ce qui nous concerne. Et donc, la question de l'aisance technique n'est pas un présupposé. En revanche, si on n'est pas en capacité, comme je viens de le dire, de s'ouvrir à différents médiums, si on n'est pas en capacité d'investir tous les moyens d'expression que j'ai listés, eh bien, ça ne passera pas. Voilà. D'abord parce qu'à 17 ou 18 ans, on a tendance à considérer qu'il est un peu trop tôt pour savoir quel va être son médium de prédilection, et surtout parce qu'il semble relativement incohérent de vouloir en éviter certains autres. Ensuite, parce que nous préparons à 46 écoles supérieures d'art et de design qui ont une approche généraliste et que ces écoles vont dans un premier temps, dans le cadre de la première année notamment du DNA, c'est donc l'année 1, la L1 du premier diplôme que l'on peut préparer dans ces écoles, et bien ces établissements vont avoir vocation à ouvrir encore là le champ des possibles des étudiants, et donc il serait un peu dommage de se restreindre. Et puis de toute façon, la monomanie, je crois, est plus une fermeture qu'une ouverture. Et donc, je crois qu'il faut être capable d'avoir évidemment des choix, d'être en capacité d'affirmer des choix, d'avoir une identité, mais tout en étant extrêmement ouvert et disponible pour enrichir sa pratique et donc pour être d'autant plus pertinent. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le redis peut-être autrement, les enjeux du cursus. Donc, vraiment, ces classes préparatoires aident à choisir une orientation appropriée à des aptitudes, à un souhait professionnel, et donc en les confrontant, en leur permettant de rencontrer un certain nombre de formes artistiques durant cette année de classe préparatoire. On évalue la motivation, je l'ai dit, la curiosité, les capacités. On insiste sur l'expression orale, je le redis aussi, parce que c'est très important dans la perspective des oraux des écoles supérieures d'art, l'argumentation, bien sûr, et donc la production plastique des étudiants. L'année de classe préparatoire, c'est le cadre d'un échange collectif, mais aussi individuel à certains moments, où se développe chez l'étudiant une capacité, une attention particulière quant à ses capacités d'analyse. Voilà, il faut savoir analyser une production, des œuvres, un champ référentiel, il faut savoir se situer. Et c'est bien là l'enjeu du cursus, savoir où l'on est pour mieux comprendre où l'on peut aller ensuite en termes d'orientation. Alors rapidement, l'organisation d'une année type, ça peut changer d'une classe préparatoire à l'autre, mais il y a quand même des grands temps forts, il y a des moments dont les attendus sont assez semblables d'une école à l'autre. Généralement, la première période, qui va aller de septembre à décembre, est une période où on va apprendre, découvrir. L'objectif, c'est de favoriser l'acquisition de bases pratiques, théoriques et techniques et situer la production personnelle par rapport à un large champ référentiel, notamment par rapport à l'histoire de l'art. La deuxième période est très courte, très ramassée. C'est généralement de janvier à mi-mars. C'est une période où on va expérimenter, chercher. Les objectifs, c'est l'approfondissement d'une démarche de création, la production d'un dossier de travaux personnels cohérent, ce dossier qui sera la base pour la candidature aux écoles supérieures d'art et de design. Et puis le troisième temps, il va généralement dans nos écoles de la mi-mars donc à la fin juin, ce que conservent nos étudiants jusqu'aux vacances scolaires, jusqu'aux vacances d'été. Et c'est une période où on s'exerce, où on expose. On se prépare évidemment aux épreuves des concours des écoles choisies parce qu'on a son dossier constitué mi-mars, mais les écoles vont proposer des épreuves en mai. Donc on se prépare encore, on s'exerce. Mais par ailleurs, on s'implique aussi dans d'autres moments qui sont autant d'ailleurs de temps forts dans la constitution d'un étudiant, dans sa capacité à se projeter, l'exposition de fin d'année, la participation à des portes ouvertes, des voyages d'études, de cas échéants, des rencontres, autant de moments un peu différents que ce temps fort, j'allais dire, plus pédagogique et plus structurant que l'on a vécu jusqu'alors, mais qui sont là encore des expériences qui vont nourrir le parcours des étudiants.
Alors, focus sur la question de la rencontre avec le milieu professionnel parce que, évidemment, nos classes préparatoires ont cette vocation fondamentale que de permettre les rencontres avec le milieu pro. Et ces rencontres s'organisent soit par des workshops, des ateliers, soit par des masterclass, des conférences métiers, des présentations de parcours d'artistes, et donc autant de temps forts où l'on fréquente des créateurs issus des différents secteurs artistiques et culturels. Lors de ces rencontres, les artistes présentent la singularité de leur parcours, ils sensibilisent les étudiants à la variété des cursus, mais ils les éclairent aussi quant à la réalité d'un environnement professionnel vers lesquels se dirigeront les étudiants. C'est un partage d'expériences, c'est une aide afin de repérer des stratégies qui devront être adoptées pour une formation réussie au sein des écoles supérieures d'art et donc pour, comme je le disais tout à l'heure, une meilleure insertion dans le monde du travail. À cet égard, les classes prépa disposent de l'expertise de lieux ressources que sont les écoles d'art qui organisent ces cursus. Nous sommes dans 22 établissements nationaux ou territoriaux qui, chacune, ont à cœur de favoriser, j'allais dire, une connexion entre des professionnels et des étudiants. C'est ce que l'on fait au jour le jour et donc c'est pourquoi nos classes préparatoires sont pertinentes. Alors, ce sont aussi des écoles engagées dans des partenariats forts, hein, évidemment, des partenariats au titre de l'agrément que l'on a du ministère de la Culture. Nos écoles sont des lieux de vie artistiques et culturels. Ils sont au cœur d'écosystèmes culturels, socio-économiques qui veillent à s'engager dans différentes missions fondamentales. C'est la transmission avec l'enseignement, c'est la diffusion avec des expositions, des événements ouverts. C'est aussi l'accueil d'artistes en résidence que nous avons chacune dans nos écoles. Et donc, ces écoles ont un rayonnement de ce fait régional, national, souvent européen, où on privilégiera l'échange entre structures, les voyages d'études, je l'ai dit, les visites d'institutions muséales. Donc, au-delà de l'enseignement proprement dit, il y a cette ouverture qui est fondamentale et qui servira l'étudiant. Alors, espace de travail et encadrement, évidemment, nos écoles étant agréées par l'État, respectant les termes d'une charte de qualité, elles ont chacune des conditions d'exercice d'accès décentes. Et donc, l'APA est extrêmement vigilante sur cette question des espaces, des matériels mis à disposition des étudiants. Chacune dispose notamment d'un espace dédié aux étudiants de la classe préparatoire, d'un centre de documentation, de salles informatiques, de plateaux techniques qui permettent la pratique des disciplines enseignées. L'encadrement, lui aussi, outre les artistes intervenants, est assuré par des artistes enseignants qui sont qualifiés, diplômés des écoles supérieures d'art françaises ou européennes. Et donc, cette continuité, cette cohérence pédagogique, qui est d'ailleurs encadrée par des coordonnateurs, c'est une exigence aussi de l'État, permet une cohérence globale des contenus. Et donc, nous permet d'assumer un suivi individuel des étudiants. C'est une force que nous revendiquons, et c'est la raison pour laquelle nous sommes agréés par l'État, sans quoi nous ne le serions pas. Le coût de la formation, c'est très variable d'une école à l'autre. Je ne vais pas m'appesantir, c'est simplement le fait de la tutelle des écoles. Chacune de nos écoles a une tutelle différente. Mais notez grosso modo que le coût peut aller de 200 à 2000 euros par an. Évidemment, la situation de l'étudiant et de sa famille va être déterminante puisqu'il y a des tarifications sociales qui s'appliquent. Là encore, je vous renverrai sur le site de l'APA. Mais disons que ces montants sont bien moindres que ce qui peut être proposé par des classes prépa privées. Voilà, ça n'est pas le lieu ici de la comparaison, mais en tout cas, je me permets de souligner que nos classes préparatoires publiques ont cette vocation d'un accès privilégié, facilité, quelles que soient ses conditions de vie, quels que soient ses moyens, à des études supérieures artistiques. Voilà, donc ça, c'est une petite virgule pour résumer. Tout ne s'applique pas à l'ensemble du réseau, c'est un focus sur notre école, mais voilà, notez que les classes prépa sont accessibles aux bacheliers, toute série options. Généralement, lorsqu'on est âgé de moins de 24 ans, pour des questions ensuite de continuité du parcours le supérieur, les admissions se font en mai ou en juin. On est hors Parcoursup. Le coût, bon, voilà, ici, c'est un focus sur Calais, mais c'est entre 200 et 2000 euros. Et vous pouvez évidemment aller sur le site de la classe de l'APA, pardon, pour avoir plus de renseignements. Voilà l'armée de nos étudiants de cette année. Pour terminer, donc l'APA, cette association nationale donc, que je co-préside avec Anthony Musso qui est responsable pédagogique de la classe préparatoire de l'ENSBA de Lyon, l'École nationale supérieure de Lyon. Plus d'infos sur notre site. Et donc, je reprécise que nous avons le soutien du ministère de la Culture, mais également de la Fondation Culture et Diversité, qui donc nous permet de
participer à des programmes qui ont peut-être été exposés d'ailleurs, d'accès aux études supérieures artistiques, en l'occurrence dans le domaine de l'art et du design. Voilà, je pense avoir fait le tour et je suis tout à fait disponible pour des questions qui seront relayées par Quentin, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, n'hésitez pas, je suis tout oui. Je crois être dans les clous en termes de temps, Quentin, il me Parfait, semble. c'est parfait, on est ravis, je pense que c'est très, très clair. Merci beaucoup pour ce panorama effectivement, exhaustif des prépas en France. Alors il y a déjà plusieurs questions d'Anaïs. Hem, est-ce que alors il y a plusieurs questions dans sa première question, donc c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien un peu naturel entre aller faire une prépa, par exemple, à Angoulême et ensuite Mmh. aller, directement donc à l'école européenne supérieure de l'image, qui sont un peu les beaux-arts d'Angoulême? Et son autre question à l'intérieur, c'est parce qu'elle faisait le lien avec est-ce que ça permet d'intégrer plus facilement l'EMCA? Donc, pour l'école d'animation qui est quand même, un petit peu différente, mais voilà, ces 2 questions-là, par rapport à ouais. Alors, beh, oui, oui, il peut y avoir des stratégies comme ça assez pertinentes pour quelqu'un qui ne se sent pas en capacité de candidater directement à l'ESI et qui voudrait peut-être vérifier, ses compétences, muscler son dossier et puis se dire que des proximités peut-être vont lui permettre d'être déjà repéré. En tout cas, oui, ne soyons pas naïfs. Lorsqu'on est en classe préparatoire à Angoulême, qui est une excellente classe préparatoire, dont la directrice, Elske Haller, en plus, est quelqu'un de délicieux. On a la possibilité vraisemblablement d'avoir des workshops qui vont permettre d'aller découvrir les I. On va visiter les I de toutes les manières. Donc, on va sans doute être davantage sensible aux attendus de l'ESI et donc peut-être que l'on sera plus pertinent au moment du concours d'entrée à l'ESI. Il n'y a pas de systématicité, j'entends, c'est pas parce qu'on est en classe prépa à Angoulême qu'on va être favorisé pour entrer à l'ESI à Angoulême, mais disons que on va peut-être être mieux armé, on va mieux comprendre l'environnement de l'ESI et du coup, on va être plus pertinent. C'est plutôt comme ça qu'il faut l'apprécier. Et du coup, est-ce que, les prépas sont pertinentes pour intégrer, l'EMCA, par exemple, une école de l'animation? Est-ce que c'est pertinent de faire une prépa en art pour aller dans une école d'animation ensuite? Oui, oui, je crois que effectivement, notre propos est d'embrasser un champ d'expression extrêmement large. Et donc, ce qui est attendu des très bonnes écoles d'animation, hein, mais ceux qui nous écoutent doivent le savoir, c'est évidemment la capacité de l'expression graphique, mais au-delà de cela, c'est avoir une identité qui va permettre au moment de la candidature dans ces très grands établissements de se démarquer. Et quand on va préparer son dossier, lorsqu'on va affiner ses compétences durant une année de classe préparatoire, eh bien, on va se mettre en situation de favoriser, de développer ses chances de succès dans ces établissements-là. Il faut imaginer les classes préparatoires comme des instances, des lieux où on va démultiplier ses chances de réussite dans les écoles supérieures d'art telles que je les ai présentées, mais aussi celles de l'animation. Je me suis effectivement focalisé sur le réseau Andéa, mais soyez bien assurés que nos étudiants ne se bornent pas qu'à ce réseau et candidatent, oui, parfois à l'EMCA ou à d'autres écoles. Très bien, donc Anaïs également se demande ce qui est, précisément regardé dans le dossier scolaire puisque, il y a peut-être une ambiguïté ou en tout cas quelque chose qui n'est pas complètement clair pour certains candidats de savoir, si c'est vraiment le dossier que je soumets qui est vraiment examiné ou est-ce que, voilà, on regarde quand même puisqu'on attend que j'ai le bac, donc quelque part on attend peut-être que j'ai des résultats un peu, voilà, ou alors avoir fait des options, au lycée et cetera. Est-ce que voilà, qu'est-ce qui est, regardé précisément dans le dossier scolaire? Alors, je le redis, effectivement, peut-être n'ai-je pas été clair. Il faut distinguer les classes préparatoires publiques et celles et ceux qui voudraient accéder, j'allais dire au DNMAD, hein, j'allais dire MANA, mais au DNMAD, c'est-à-dire aux arts appliqués. Pour entrer dans un établissement des arts appliqués, c'est le dossier scolaire qui prévaut, à quelques rares exceptions. En revanche, quand on rentre en classe préparatoire art de notre réseau, ce qui est proposé, c'est d'abord la lecture d'un dossier de travaux personnels. Si vous voulez, le bac et le sésame, il faut le bac pour rentrer en classe prépa, mais ça ne va pas suffire. C'est bien le dossier de travaux personnels, c'est bien la qualité de l'échange que vous aurez avec le jury qui va nous permettre d'apprécier vos compétences. Donc, ce dossier de travaux personnels, c'est tout ce que vous aurez déjà produit, créé depuis des années, quelle que soit d'ailleurs votre situation, peu importe que vous ayez fait un bac artistique, peu importe que vous ayez suivi les cours en périscolaire dans une école d'art,
c'est pas le propos. Ce qui nous intéressait, nous, c'est de juger sur pièce. Des petites vidéos, des petites photos, des petits croquis. C'est ça que l'on va regarder. Donc, le dossier, il faut entendre son dossier de création que l'on a depuis que l'on est attiré par ces domaines. Mais le bac reste une obligation. Voilà, donc, que ce soit un bac général, bac technique, bac pro, est-ce qu'il y a une discrimination? Non. Alors, c'est tout bac, toute série, mais effectivement, ça reste le sésame avec il est arrivé que l'on prenne dans notre réseau des étudiants qui n'avaient pas le bac, dès lors qu'ils s'engageaient à passer le bac donc en candidat libre, parce que ça va être un autre problème que d'accéder aux écoles supérieures d'art sans le bac. Donc voilà, si nous on exige de prendre des bacheliers, c'est parce que de toute façon, il faut avoir le bac pour entrer en école sup. Donc à part très rares exceptions. Donc voilà, c'est simplement ce pourquoi on demande des bacheliers. Très bien. Alors Billy demande, quand on postule à plusieurs prépas et plusieurs écoles et qu'on a été accepté dans une école, en gros, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit annuler? Est-ce qu'on doit aller à toutes les épreuves? Est-ce qu'on doit aller jusqu'au bout pour le principe? Quelle Alors, stratégie on doit adopter? Alors déjà, effectivement, la possibilité est offerte, surtout par le distanciel, hein, ça c'est vrai qu'on l'a remarqué depuis l'année dernière, mais la possibilité est offerte aux candidats de candidater dans autant d'écoles qu'ils le souhaitent. Je crois qu'il faut quand même, malgré tout, avoir une forme de cohérence aussi dans son choix. Je vous donnerai cet exemple de candidats qui vont peut-être être originaires, mettons, de Marseille, qui vont candidater aussi bien à la prépa de Marseille, à la prépa de Digne-les-Bains, à la prépa de Carcassonne, et puis qui vont candidater à la prépa, mettons, de Saint-Brieuc, en Bretagne. Et un candidat va être pris dans l'ensemble de ces classes préparatoires. J'aurais tendance à penser, sauf à vouloir fuir son environnement direct, familial, que sais-je, qui peut être aussi d'ailleurs de vous à moi un choix, mais j'aurais tendance à considérer que l'étudiant va privilégier peut-être des écoles de sa région, ce que j'entends d'ailleurs. Hein. Mais sauf que s'il ne signale pas qu'il ne veut pas aller à Saint-Brieuc, bah, il prend la place de quelqu'un. Donc voilà, la simple question à se poser, c'est la question de la cohérence de son parcours en termes de candidature. Et puis ensuite, si on fait ce choix de candidater dans bien des écoles, être franc vis-à-vis de l'école où l'on est retenu, mais où on sait qu'on n'ira pas, à leur dire assez tôt, bah, écoutez, non, vous savez, j'ai été pris à Marseille, je vais rester à Marseille, je ne vais pas venir à Saint-Brieuc. Voilà, c'est juste une question de franchise. Mais il n'y a pas de limite en termes de candidature. On candidate à autant d'écoles qu'on veut, aux 22 si on veut, pour peu que les épreuves ne se chevauchent pas, bien sûr. Est-ce que, du coup, il y a un accompagnement en matière de logement? Parce que justement, donc là, on est quand même plutôt sur un public, basé en Île-de-France. Mmh. Est-ce que donc c'est pas forcément anodin de partir, comme ça dans une autre ville? Est-ce qu'il y a un programme particulier, qui va Oui, alors déjà, la chance des étudiants qui rentrent en classe prépa publique, c'est qu'ayant le statut étudiant, ils rentrent facilement dans les logements du Crous. Hein, voilà, c'est-à-dire les organismes publics qui permettent d'avoir un logement quand on est étudiant. Donc, dans chacune des villes où il y a une classe préparatoire, il y a un nombre de logements Crous, de logements étudiants, et donc on fait un dossier de candidature pour rentrer dans ces logements et on y accède si on remplit des critères qui sont généralement des critères sociaux. Si jamais on ne rentre pas dans ces logements étudiants, eh bien, par le biais du parc privé, on accède à un logement sans aucune difficulté. En ce qui nous concerne à Calais, et nos homologues font de même, lorsque les étudiants nous contactent en nous disant ben voilà, je confirme mon choix et je vais venir chez vous, on les accompagne, on leur donne des adresses, on les oriente vers des agences immobilières, voire des associations de logements étudiants privés, parce qu'il en existe, hein, en tout cas c'est le cas à Calais, mais je rassure, jamais je n'ai entendu dire qu'un étudiant était resté sur le carreau en termes de logement. Donc, on accompagne évidemment, mais c'est ce qu'on fait toute l'année. Hein. C'est vraiment les classes prépa des lieux de l'accompagnement pour réussir son parcours. Donc, ça commence au moment du logement, bien sûr. très bien. Alors Apolline, se pose des questions sur le dossier, en fait, qu'on doit présenter. Donc, est-ce que les créations qui font partie du dossier doivent être plutôt récentes? Elles doivent être variées? Est-ce qu'il y a une thématique à favoriser plutôt qu'une autre? Comment on doit constituer le dossier? Alors, évidemment, plus elles sont variées, ces créations, plus c'est pertinent, plus c'est intéressant. Elles doivent être récentes. Bah, disons que oui, je pense qu'il vaut mieux quelque chose d'assez récent qui va être, j'allais dire, la photographie de là où vous en êtes au moment où vous candidatez. Il nous est arrivé d'avoir des candidats ou des candidates qui venaient avec des dessins réalisés à l'âge de 10 ans parce que voilà, c'est tout ce qu'ils avaient. C'était déjà pas très engageant parce que ça voulait dire qu'il ne s'était pas passé grand-chose depuis 7-8 ans, d'une part. Et puis, voilà, les princesses Disney, c'était un peu juste pour vérifier la capacité de se projeter sur des études supérieures artistiques. Donc, il vaut mieux quelque chose de récent.
j'allais dire d'actuel en fait, qui reflète qui vous êtes au moment où vous venez. Ensuite, en termes de forme, c'est là très en fonction de ce que vous pratiquez. Si c'est plutôt la vidéo, vous nous enverrez une petite vidéo. Si vous êtes dans la photo. Mais si vous avez une ouverture tous azimuts, vous nous enverrez tout ce que vous voulez nous envoyer. Il n'y a aucun souci. Très bien. Alors, il y a Apolline également qui se demande comment on se prépare pour passer plusieurs concours en même temps dans la même période, puisqu'il y a un temps un peu délimité. Est-ce que c'est vraiment, voilà, stratégiquement réalisable? Comment on se prépare à tout ça? Et peut-être même un peu plus loin, est-ce que vous avez des conseils, des suggestions pour se préparer à l'entretien, des choses comme ça? Alors, la première des suggestions, c'est je vous dirais que les candidats de cette année vont être un peu favorisés parce qu'ordinairement, on pose toujours la question, par exemple, au moment de l'oral. Je distingue les deux moments. Le moment de la présentation des travaux, des dossiers de travaux, je viens d'en parler. Donc ça, ce dossier de travaux, il doit refléter qui vous êtes au moment où vous le présentez. Il doit être riche, éventuellement le plus varié possible, récent. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a le jury. Donc le jury, effectivement, c'est un entretien qui se fait à distance. Et donc là, on va à la fois vous demander de nous parler de ce que vous avez produit. Donc, on va vous poser un regard sur votre dossier de travaux. Et puis ensuite, on va vous poser des questions sur pourquoi vous voulez venir chez nous, quelle est votre motivation, est-ce que vous avez déjà un choix d'école ou pas, est-ce que vous êtes soutenu par vos parents. C'est important, ça, d'être soutenu par ses parents dans le cadre de ces études-là, de ne pas forcément se retrouver seul. Ou alors, si ce n'est pas le cas, de nous dire que voilà, c'est dans le cadre d'un projet personnel. En tout cas, mieux vous comprendre. Ce qui est certain, c'est qu'on demande généralement donc, aux étudiants ce qu'ils sont allés voir comme expo récemment. Donc là, vous me direz, c'est pour ça que je parlais davantage, on n'est pas trop embêté là, sur la période qui vient de s'écouler. Mais blague à part, on va quand même vous demander si, par exemple, vous êtes lecteur, si vous êtes cinéphile. Est-ce que vous avez des artistes comme ça déjà qui vous touchent, dont le travail vous paraît pertinent et qui vous a peut-être donné une forme de révélation à venir vers ces études? On va, oui, vous demander ce qui vous structure. Voilà. Qu'est-ce que vous avez, grosso modo, je dis souvent, moi, aux étudiants, et ça va peut-être vous aider, qu'est-ce que vous avez dans votre sac au moment où vous venez? Voilà, vous ouvrez votre sac, qu'est-ce qu'il y a dedans qui me permet de comprendre qui vous êtes? Si vous m'ouvrez un sac et que dedans, il y a juste un petit crayon de bois qui est tout au fond avec la mine pas taillée, je ne vais pas être super intéressé. Si en revanche, c'est un bon bazar avec des carnets de croquis qui sont remplis, s'il y a voilà, de la matière, de la couleur, si je me dis là, il y a quelque chose, là, ça me branche, j'ai envie d'aller travailler avec cette personne-là. Donc, c'est ça, il faut que vous nous donniez envie de bosser avec vous en nous montrant que vous êtes extrêmement productif et que vous avez envie de bosser. Très bien, je pense qu'on arrive vers la fin. Il y a une dernière question de Clara qui justement, pour présenter ce sac, ce bazar, comment on s'y prend? Donc, est-ce qu'il y a un format particulier, numérique, papier ou autre? Enfin, est-ce que ça dépend peut-être des écoles, et cetera? Dans la période dans laquelle nous sommes, évidemment, tout est dans distanciel. Donc, ordinairement, on demande aux candidats de venir avec, voilà, pour continuer de filer la métaphore, ce sac et de l'ouvrir. Et puis, voilà, on le regarde avec lui. Donc, généralement, c'est des carnets de croquis, c'est un PC voilà, où on fait diffuser une vidéo. C'est bon. Là, évidemment, au distanciel, donc préalablement à votre jury d'entretien, on vous demande de nous envoyer ce dossier de travaux. Généralement, nous, on le fait via WeTransfer. On donne une taille limite de 10 MO. Voilà, et on demande à ce qu'il y ait, en ce qui nous concerne à Calais, entre 10 et 15 travaux mini-maxi. Mais c'est très différent d'une école à l'autre. Donc là, moi, je vous inviterai à aller sur le site des écoles du réseau, apa.fr, et puis vous verrez ce qu'il en est de chacune. Mais grosso modo, c'est ça l'idée. Et par le distanciel, je pense que de toutes les manières, ce sera un envoi en amont pour que ça puisse être reçu, confirmé et discuté au moment du jury. Très bien, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va vous remercier beaucoup, Stéphane Touron, pour votre disponibilité ce dimanche et donc d'avoir Merci. répondu à toutes ces questions. On espère que Tumo pourra être une passerelle éventuellement, voilà, vers les prépas et les écoles supérieures d'art qui arrivent. Merci à vous. N'hésitez pas. J'étais Donc ravi. on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.